Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour partager pourquoi et comment je suis passé d'une tête de coupe normale sur ma petite Dego Rabo d'amateur à une tête de coupe hélicoïdale. Alors là, ça c'est une machine, c'est la Metabo HC 260. C'est une machine qui existe depuis très longtemps en fait sous d'autres noms. Le bâti est fabriqué depuis au moins 25 ans. Donc ça fait des gaucheuses sur le dessus et raboteuse en dessous. Et bon, l'idée de la machine, comme sur toutes les Dego Rabo, c'est qu'il y a un axe qui tourne et qui va prendre des copeaux de bois pour fabriquer du bois plat et puis du bois parallèle quand on utilise la raboteuse en dessous. Ce que vous voyez là, c'est la nouvelle tête de coupe qui est donc hélicoïdale, c'est-à-dire que les tranchants sont en hélice et sont faits de plein de petites plaquettes de carbure. Et ce qu'on voit à côté, c'est l'ancienne tête de coupe où là on voit une des deux lames, donc qui est ici avec son porte-lame. Je pense que la première question qui se pose, en fait, c'est pourquoi changer la tête de coupe? Pourquoi se casser les pieds? Et il y a 4 raisons. La première raison, c'est la qualité. Donc ça, c'est un bois qui est en sortie de l'ancienne tête de coupe. Donc on voit bien qu'il y a il y a des traces horizontales qui sont difficilement évitables quand on prend des gros copeaux ou quand le bois est un peu lourd, quand c'est un peu long, etc. On peut éventuellement compenser en faisant des passes, des petites passes, en allant doucement, mais c'est pas toujours possible en pratique. Ça, en revanche, c'est le même bois, mais qui sort de la nouvelle tête de coupe. Et bon, je l'ai passé au crayon de la même façon, et on voit qu'il n'y a pas il y a pas ces à-coups sur le bois. La deuxième raison, pour moi, c'est le bruit. C'est une machine amateur qui est pas fermée, etc. Et donc, avec la tête de coupe d'origine, ça fait un bruit assez monstrueux. Je peux pas vraiment l'utiliser dans mon sous-sol pendant que d'autres personnes dans la maison dorment. Avec la nouvelle tête de coupe, en revanche, on entend moins la machine que le système d'aspiration. Donc, pour moi, ça fait une grosse différence. La troisième raison, c'est quand il s'agit des réglages. C'est-à-dire qu'avec les fers d'origine, il faut les régler en 3 points pour que les fers soient exactement parallèles aux tables d'entrée et de sortie. Il faut qu'ils soient un tout petit peu au-dessus et même en ayant l'habitude, ça prend pas mal de temps pour que ça marche bien en pratique. Il ne faut pas le faire une fois, il faut le faire 2 fois, parce qu'il y a 2 couteaux. La dernière raison, c'est quand il s'agit de changer ses fers, d'affûter, etc. Il faut bien dire que, les fers d'origine, c'est une galère à affûter. Près de chez moi, il y a personne qui le fait, donc je l'ai fait à la main, mais ça prend beaucoup de temps et sinon, bah, il faut jeter, changer et bah, ça coûte cher et puis ça gâche du matériau. Alors pourquoi ça marche mieux, les têtes de coupe hélicoïdales? C'est lié à plusieurs choses. D'abord, il y a une conception géométrique. Vous voyez qu'en fait, comme les tranchants sont répartis et sont décalés, il y a pas la lame en entier qui touche d'un coup le bois, c'est un tranchant après l'autre. Donc en termes d'impact et de vibration, c'est bien meilleur. Ensuite, ces tranchants, ils sont pas réglables, ils sont échangeables, ils sont jetables, on peut les tourner, il y a quatre faces. Mais il n'y a pas besoin de les régler. Donc ça veut dire que quand quelque chose ne marche plus, on peut soit le tourner, soit le jeter. Et donc on n'a pas de réglage à faire. Et le dernier point, c'est sur la qualité de coupe. Donc c'est des tranchants qui sont au carbure. Donc c'est beaucoup plus solide que les tranchants en acier rapide qu'on trouve sur les lames jetables classiques. C'est pas magique en fait. La raison pour laquelle ça marche aussi bien, c'est surtout une question de géométrie. Donc en haut, vous avez l'ancienne tête de coupe où il y a deux grandes lames qui font toute la largeur, qui viennent prendre des copeaux deux fois par rotation. Et en bas, vous avez tous les petits carbures. Alors cette fois-ci, ils prennent que un dixième de la largeur en copeaux, mais par contre, ils le font beaucoup plus souvent. Et donc, si on regarde dans l'axe du temps, donc la flèche en bas, c'est l'axe du temps, au lieu de prendre deux énormes copeaux par rotation, on prend 10 petits copeaux, 11 petits copeaux par rotation. Donc forcément, ça fait beaucoup moins d'efforts. Et quelque chose d'un peu plus subtil aussi, c'est que les carbures sont arrondis. C'est-à-dire que l'attaque sur la pièce de bois n'est pas franche. Ça prend d'abord un petit peu, puis ensuite beaucoup, puis encore ensuite un petit peu. Et donc ça veut dire que par rapport à la tête de coupe originale où les lames sont juste droites, où donc tout l'effort est appliqué d'un coup et puis après s'arrête d'un coup, ce qui crée des vibrations, là les carbures permettent d'amortir. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a moins de vibrations, moins de bruit et aussi moins d'efforts individuellement. Le dernier point que je vais aborder sur les avantages et inconvénients, c'est la partie économique. Donc ça coûte assez cher de remplacer la tête de coupe. Une nouvelle tête de coupe, c'est entre 5 et 600 euros, sans compter le temps de montage.
Le temps de montage total, c'est entre 5 et 6 heures, en tout cas pour moi. Donc c'est assez cher. Mais moi, j'ai acheté la machine d'occasion, donc je l'ai acheté à peu près 600 euros. Et donc ça fait que pour un total de 1 200 euros, j'ai une machine qui marche très bien, avec une tête de coupe qui ne se retrouve pas dans la gamme à moins de 2 3 000 euros en fait. Donc c'est un investissement, mais on peut rapidement recouper aussi par rapport au prix des lames jetables et à la qualité du travail fourni, puis après à la revente de la machine s'il y a revend. Un petit point de détail sur un autre avantage qui dépendra des installations. Pour l'aspiration, donc une dégo, rabot, il faut absolument l'aspirer, sinon s'il peut y avoir des problèmes de surchauffe et puis d'évacuation des copeaux. Normalement, c'est recommandé de l'aspirer avec un aspirateur qui a un gros volume d'air. Bon, moi, j'ai pas trop la place dans mon atelier, donc j'ai mis un aspirateur d'atelier classique avec un tuyau de 50 mm et puis un tourbillon pour séparer les copeaux. C'est une aspiration qui est vraiment un peu juste pour cette machine. Quand on a la tête de coupe d'origine, et comme il y a un seul grand couteau, quand il tourne, il prend un très grand copeau et dès qu'on prend des passes au-delà du millimètre, ça a très vite tendance à bourrer en fait. C'est-à-dire que le tuyau d'aspiration se remplit et là, l'aspirateur se remplit en quelques minutes. L'avantage d'avoir des plaquettes, des petites plaquettes au carbure, c'est que chaque plaquette prend son propre petit copeau. Et donc en termes d'aspiration, c'est plus fluide et ça permet de prendre plus avec ce type d'aspiration limitée. Alors, comment ça se passe en pratique pour changer cette tête de coupe? Il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est qu'il faut démonter la machine, il faut démonter pas mal de trucs. Bon, c'est loin d'être inaccessible, mais ça veut dire, bien nettoyer, faire attention à rien casser, tout numéroter, pour pas perdre les pièces. Ça veut aussi dire avoir, certaines clés, assez grosses, donc là, c'est du 21 millimètres par exemple. Une fois qu'on a démonté la machine et qu'on a réussi à enlever l'ancien arbre, il va falloir, sortir certaines pièces, notamment la poulie et puis installer les roulements sur le nouvel arbre. Donc pour ça, soit vous avez des outils de mécanicien adaptés comme un extracteur de poulie, soit vous en avez pas comme moi. Dans ce cas-là, il faut bricoler, quelques trucs. Donc on peut se débrouiller avec une mèche de 18 millimètres et un bout de tuyau, électrique, pour installer les roulements et changer la poulie. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'installer les fers de coupe, donc les petites plaquettes. Donc, il faut faire attention, ils ne doivent pas être trop serrés, parce que le carbure, c'est très solide, mais c'est très fragile, donc on peut le casser si on serre trop. Il faut une clé dynamométrique. Et enfin, la dernière partie qui est assez pénible, c'est le réglage. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on va changer les plaquettes, on n'a plus besoin de régler. Mais par contre, quand on installe le nouvel arbre, il faut que tout soit nickel, parce qu'il n'y aura plus de réglage après. Et donc, ça prend un certain temps et une certaine procédure que je vais expliquer tout à l'heure. Voilà, et puis après, bah, forcément, on remet les éléments d'origine, on remonte tout et puis c'est plié. Alors pour le démontage, c'est pas bien sorcier. Il y a un gros cache noir ici avec l'appareil électrique qui est devant, donc c'est juste des vis à enlever. De ce côté-là, ça pose pas de problème. Attention évidemment que la machine soit pas sous tension. Pour l'autre côté, c'est pareil, il y a deux vis. Alors faites attention, les vis donnent sur des écrous qui sont libres à l'intérieur de la machine, donc ils peuvent facilement tomber. Donc ça, c'est une fois qu'on a enlevé les caches noires plastiques, on a accès au mécanisme. Alors après, il va falloir enlever ici la courroie d'entraînement pour la mode raboteuse. Il va falloir enlever les deux poulies, les deux engrenages. Donc il y a une goupille qu'on peut chasser, qu'il ne faut pas perdre évidemment. Et puis après, la chaîne, on peut la mettre, on n'a pas besoin de démonter la chaîne. On peut juste reprendre la tension ici pour avoir un peu de marge de manœuvre. Après, une fois qu'on a fait ça, on peut accéder aux 4 vis qui servent aux portes-roulements. Et une fois qu'on a libéré ça, l'axe sur lequel est le porte-outil est libre. De ce côté-là, c'est à peu près la même chose, mais c'est un peu plus simple. Il faut enlever la courroie. Alors pour enlever la courroie, il faut le tirer vers soi et la tirer vers le haut. Et si je fais ça à la main juste, ça va la sortir. Ensuite, ben, on va enlever ces 4 vis et pareil le porte-roulement, et du coup l'arbre, avec la tête de coupe seront libres. Cette table-là, moi j'ai pas eu besoin de l'enlever, je l'ai juste reculé à fond. Cette table-là, évidemment, je l'ai enlevée. Une autre chose pratique à enlever que je recommande d'enlever, c'est cette protection, ce cache. Alors attention, il y a 2 vis, et une des vis, a besoin d'un écrou pour moi, d'une rondelle plus exactement. Sinon c'est un peu court, donc attention à ne pas tout faire tomber, parce que si jamais ça tombe dans la machine et après vous mettez en route, ça peut abîmer la machine. Alors je vais repartir du principe que vous avez réussi à sortir la tête de coupe en entier, ça c'est l'ancienne évidemment.
Quand vous avez sorti la tête de coupe, il y a deux choses. D'abord, il faut sortir la poulie qui vient se bloquer ici. Il faut faire bien attention sur ce modèle-là. Il y a une petite clé qui vient s'insérer ici. Donc la poulie, elle ne se dévisse pas, elle doit se tirer. Évidemment, que ce soit pour la poulie ou les deux roulements, ça a été pressé à la machine. Donc c'est assez difficile à sortir. C'est important de bien tirer dans l'axe. Et c'est aussi très important quand on remplace les roulements, de ne pas aller les taper sur l'extérieur, puisque l'extérieur et l'intérieur sont juste tenus ensemble par la cage de roulement qui est pas très solide. Il faut bien aller chercher le cercle intérieur, c'est là où on peut vraiment taper. Donc moi, pour enlever la poulie, j'ai fabriqué ce petit gabarit avec un trou de 18 mm de diamètre. Je viens le mettre derrière la poulie. Ensuite, j'ai bloqué ça sur mon établi. Et du coup, j'ai tapé ici pour faire sortir petit à petit. La poulie est venue coulisser jusqu'à ce qu'elle sorte de la tête de coupe. En faisant bien attention, encore une fois, à cette petite clé, à ne pas la perdre, à ne pas l'abîmer. Alors, c'est pas du tout conseillé de retirer les roulements de l'ancienne tête pour les mettre sur la nouvelle tête, tout simplement parce que les roulements, c'est une pièce d'usure. Ceux-là, on voit ils ont un tout petit peu de jeu, vraiment pas grand-chose, mais on sent bien ils sont quand même moins lubrifiés que sur les nouveaux. Donc il faut les changer, ça se trouve en ligne, c'est pas très cher. Donc ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir la nouvelle tête de coupe avec votre roulement, et l'idée, ça va être d'insérer le roulement. Donc je vous recommande d'utiliser cette petite pièce de tube en plastique qui sert c'est des goulottes électriques qu'on trouve en grande surface de bricolage pour pas cher. Et après, bah, il s'agit juste de venir taper en étant bien proche du roulement. Une chose importante à noter, c'est qu'il faut bien arriver à en buter des deux côtés. Sinon, après, bah, ça rentrera plus dans la machine, etc. Un truc que j'ai pas mal utilisé aussi, c'est tout simplement un petit morceau de cuir pour pouvoir serrer sans abîmer et sans érafler. Alors, il y a quand même quelque chose d'important à réaliser, c'est que la tête de coupe, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle, elle tourne à 3000 tours par minute. On fait à peu près 60 tours par seconde. Donc, l'équilibre est hyper important. C'est-à-dire que si jamais vous la déformez ou il y a des scratchs, etc., ça peut changer la répartition de la masse et après, bah, ça va faire des vibrations, ça va faire une moins bonne coupe, ça va faire du bruit, ça va user les roulements, etc. Donc il vaut mieux protéger dans la mesure du possible et il ne faut pas taper comme un bourrin. Alors maintenant, vous allez pouvoir réinsérer la nouvelle tête de coupe dans la machine, sachant les roulements s'emboîtent juste dans les portes-roulements. Et après, les portes-roulements sont tenus par 4 vis. Alors il ne faut pas mettre 4 vis, il faut juste en mettre une au début, parce que là, on va devoir commencer à penser au réglage. Donc tout le but du jeu, c'est d'avoir la tête de coupe qui sera bien aux deux tables. Si on a quelque chose comme ça, bon, ça marchera pas. Si on a quelque chose comme ça, marchera pas. En revanche, on s'en fiche que la tête de coupe soit parfaitement alignée dans cette direction-là. Ça va pas vraiment impacter. Ce qui compte, c'est vraiment la hauteur. Donc pour le réglage, la stratégie est assez importante. Ce que je recommande, c'est d'installer seulement une des 4 vis à peu près. Donc je recommande de commencer par celle du bas, puisqu'après on ne peut plus y accéder sinon, des deux côtés, pour que la tête soit à peu près en place. Après, on va pouvoir passer au réglage. Donc je ne vais pas vous mentir, c'est un peu une galère, hein. Ça m'a pris 2 heures, je pense, juste cette partie-là. Je vais partir du principe qu'avant l'opération, les deux tables d'entrée et de sortie et la table en dessous de rabotage étaient toutes dans le même plan, parallèles, etc. Donc en gros, vous voulez régler, tout marchait avec votre ancienne tête de coupe, vous voulez que tout marche pareil avec la nouvelle tête de coupe. Donc le but du jeu, ça va être de régler la hauteur des deux porte-roulements pour que les couteaux arrivent exactement un tout petit peu au-dessus de la sortie, de la table de sortie. Donc pour faire ça, il faut mettre quelque chose de plat. Donc ça peut être un bout de bois, ça peut être quelque chose en fonte ou une règle, n'importe quoi. Et on va aller hop, régler pour que ça touche à peine. Alors il y a différentes personnes qui ont différentes règles. Moi, la technique que j'ai utilisée, c'est que quand la lame de coupe entre en contact, donc il faut qu'elle soit légèrement plus haute que la table de sortie, sinon vous risquez de taper dedans et vous ne pourriez pas dégauchir. Et donc ça va entraîner un tout petit peu l'élément plat. Et moi j'ai réglé pour que ça l'entraîne sur 3 mm. Hop, donc c'est pour ça j'ai mis un pied à coulisse ici et j'ai regardé, bah voilà, quand ça fait un contact complet, ça doit avancer de 3 mm. Donc ça, c'est le but, mais c'est une vraie galère et donc pour y arriver, il faut utiliser une procédure. Donc il n'y a pas de réglage vraiment sur les portes roulements. Il y a juste 4 vis. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un jeu de cale standard. Alors c'est plutôt un truc de mécanique normalement.
pour trouver les bonnes hauteurs. Après, je les ai insérés en dessous. Et comme ça, petit à petit, en réglant, j'ai réussi à avoir exactement ce que je voulais. Évidemment, ça se fait sans courroie, moi, je l'ai fait sans courroie, sans poulie pour avoir plus de place pour travailler. Et donc, comme ça, on règle petit à petit, en montant ou en descendant, en rajoutant des petites cales, pour que cette hauteur soit exactement ce que vous voulez. Alors on fait pareil de l'autre côté, mais malheureusement c'est très difficile de travailler en isolation, puisque la machine n'est pas infiniment rigide, et donc il va falloir voilà, le faire plusieurs allers-retours jusqu'à s'approcher exactement de ce qu'on veut. Moi il y a quand même deux trucs qui m'ont surpris. La première chose, c'est que j'avais tout bien réglé, mais au moment où j'ai mis la courroie principale qui vient du moteur et qui entraîne la tête de coupe, elle est très tendue, donc ça a rajouté une force ici sur l'axe, de pas beaucoup, mais ça a suffi pour me faire bouger au bout de 1 ou 2 dixièmes de hauteur, et donc j'étais trop haut. Donc j'ai dû régler, pareil, ça avait un tout petit peu baissé ici, donc j'ai dû régler avec la poulie. Mais comme j'étais assez près, c'était pas trop dur. Donc on garde une vis bien serrée, l'autre vis elle est pas trop serrée, on met les cales, et après j'ai dû utiliser des serre-joints, etc. pour être sûr que c'était bien rigide et maintenir en place. Une fois qu'on est bien content, on serre la deuxième vis, et une fois que c'est vraiment sûr, on serre les deux autres. Alors ça, c'est le grand principe de réglage qui est quand même assez pénible, mais qui se fait. Pour moi, c'est pas possible de régler sans avoir installé les plaquettes de coupe. Donc une chose importante à savoir pour les plaquettes de coupe, c'est que elles sont les logements, les plaquettes et les vis vont ensemble pour que tout soit positionné exactement comme il faut. Donc il faut bien les installer, sinon après ça sert à rien de bien régler la machine. Pour bien les installer, il faut les régler à un couple précis. Donc ça dépend quelle tête de coupe vous allez prendre. Moi, j'ai pris une tête de coupe de chez Fine by Tool, et il faut la régler à 6 Nm. Donc, c'est une clé dynanométrique qu'on peut régler. Donc là, on peut décider combien de couples on va mettre. Donc là, je ne l'ai pas réglé parce que je veux juste vous montrer ce qui se passe quand on atteint le couple. Quand on atteint le couple, on tourne. Vous voyez, la tête de coupe ne bouge, la tête de la clé ne bouge pas, et on entend un clic. Et ça veut dire qu'on a atteint le couple. Donc c'est assez long parce que sur cette tête de coupe, il y a 4 rangées de 11, de 11, de 11 tranchants. Donc il y a 44 vis à serrer, il ne faut pas se planter. Évidemment, il ne faut surtout pas forcer pour casser les pas de vis, etc. Mais avec un peu de patience, ça se fait bien. Ils fournissent des outils pour le faire, outils à la main pour commencer à serrer, puis après finir à la clé dynamométrique. Moi, je ne me suis pas embêté. Je l'ai fait aussi pour au moins pour le serrage, pour ne pas serrer, mais juste pour visser la majorité. Je l'ai fait avec la visseuse pour gagner un peu de temps. Sachant qu'il ne faut surtout pas justement aller sur la partie qui met de la force, puisque là, il faut le faire avec la clé dynamométrique. Bon, il faut évidemment que la machine soit propre, et notamment en termes les interfaces qu'il y a entre la table de sortie qui est démontable et la base de la machine. Il faut que tout soit propre et que tout soit très rigide et bien reproductible. Sinon, ça sert à rien de faire des réglages si la prochaine fois que vous mettez la table de sortie, tout est changé. Donc, il faut que tout soit nickel. Alors avant de vous faire une petite démo avec la nouvelle tête de coupe, je voulais vous montrer un autre morceau de bois qui est sorti de la machine après, avec l'ancienne tête de coupe. Et on voit ici qu'en fait il y a un problème qui est assez récurrent. Si jamais les lames ont pris un tout petit pet, ça vous fait une longue ligne ininterrompue, un peu surélevée. Alors dans l'absolu, c'est pas la fin du monde à enlever, mais sauf qu'après, ça fait que ça peut dérégler vos réglages si vous avez fait d'autres opérations sur la scie à ruban, sur la scie sous table, etc. Ce côté-là, on voit bien les traces d'usinage de la dégo avec les lames d'origine qui voilà, créent ces petits traits successifs. Donc là, l'idée c'est qu'on va se débarrasser de tout ça pour que ce soit bien propre avec la nouvelle tête. Alors j'ai enlevé la protection pour que vous puissiez voir. Évidemment, c'est pas quelque chose à faire d'habitude. Et moi j'aime bien mettre aussi protection pour les yeux et protection pour les oreilles. C'est nickel. Donc là, c'est la face qui sort de la machine. Donc je prends ma petite craie. Je vais vous montrer que en fait,
Là, il y a un petit reste de passage de l'ancienne avec l'ancienne tête. Et vous voyez que là, quand je passe ma craie, ça accroche sur rien du tout. Ça veut dire que c'est bien plat, effectivement, on n'a plus ces défauts d'usinage. Alors, on va faire un champ. Je ne sais pas si vous voyez, pareil, trace d'usinage de l'ancienne tête. Voilà, c'est nickel. Bon, c'était une démo avec du Douglas, donc pas très compliqué. C'est un bois résineux, donc assez tendre. Là, je vais faire la même chose avec du chêne, donc un peu plus dur. Et puis après, des bois qui sont plus difficiles, non pas en termes de dureté, mais en termes de rendu. Donc par exemple, du sapelé. Hop, alors c'est vraiment dur à voir, mais si vous arrivez à voir, ça capture un petit peu la lumière, c'est un peu brillant. Donc c'est une bonne finition. Une petite dernière, alors là c'est du sapelé, donc bois dit exotique, pas très dur, mais qui est très important de bien raboter, parce qu'après il y a un beau rendu. Voilà, normalement vous devez pouvoir voir que ça brille. Vous devez pouvoir voir que ça brille pas mal. Je pense que le sapelé, c'est vraiment un bon exemple de bénéfice d'avoir une tête de coupe avec des couteaux en carbure, parce que c'est non seulement c'est un bois qui a besoin d'être bien raboté pour pas arracher, etc., mais en plus c'est un bois qui contient de la silice. Donc dans les canaux du bois, il y a des dépôts de silice qui se posent, et ça désaffûte les outils hyper vite, c'est bien pénible. Donc avec des têtes de coupe en carbure, c'est beaucoup moins un problème. Alors c'est vraiment une machine qui fait le job. Elle a quand même quelques défauts. Bon, le plus gros défaut, c'est le guide. Il faut vraiment reprendre à la pierre et diamantée bien plate et à la lime toutes les surfaces de tous les éléments de réglage pour avoir une chance que ce soit à peu près stable. Et le deuxième élément qui, à mon avis, est un peu dommage, c'est que l'aspiration, ils ont vraiment fait le travail minimum. Donc pour que ça marche à peu près, moi j'ai rajouté un renfort en mousse pour réduire le volume et que le flot des copeaux soit plus naturel. Sinon les copeaux venaient se déposer dans les zones où en fait il y avait pas d'aspiration et ça finissait par bloquer à peu près tout. Donc voilà, moyennant ça, moyennant ces deux petites améliorations, après ça marche très bien et on peut passer pas mal de bois, même avec un aspirateur de puissance de 1200 watts, mais un aspirateur d'atelier, pas un aspirateur à couple. Je trouve que sur cette machine, c'est vraiment important d'utiliser un agent de glissement parce que bah, la force de l'entraînement est quand même limitée et puis la puissance de la machine aussi. Donc moi j'en mets systématiquement, on voit vraiment la différence. Et à vrai dire, ça marche aussi pour la scie sous table, voire la scie à ruban, voire les rabots pour que ça glisse un peu mieux, que ça facilite la vie. Là, je vais prendre une passe en rabotage très gourmande de 3 mm pour pousser un peu la machine. Donc, je suis sur 150 mm de large, 3 mm de profondeur. Donc, c'est une grosse passe pour voir un peu les limites. Alors, en poussant vraiment la machine à fond, et puis en utilisant la craie grasse comme révélateur,
on voit qu'il y a quand même, sur des passes aussi épaisses de 3 millimètres, on voit quand même un petit motif de haut et de bas qui apparaît, mais qui est vraiment très peu marqué et pas trop régulier, donc ça se rattrape bien s'il y a besoin, et puis ça peut s'utiliser tel quel. Si j'avais pas passé la craie, ça aurait été impossible à détecter. En général, ce qu'on recommande dans ce genre de situation, c'est quand on fait des passes vraiment costauds, c'est de finir avec une passe très fine pour vraiment avoir la qualité de finition minimum. Une autre solution qui est possible aussi, cette machine, je trouve qu'elle a une vitesse d'entraînement un peu élevée par rapport à ses capacités. Et donc, je me demande si ce serait pas faisable de remplacer ces engrenages par quelque chose d'un peu plus gros pour ralentir en fait l'entraînement de la machine, de façon à ce que les lames aient plus le temps de couper, de faire le travail pour avoir un meilleur rendu. Mais bon, là, on parle vraiment de pousser la machine dans ses limites, hein. Ça reste une petite machine d'atelier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que ça vous aide si vous voulez changer cette tête de coupe. Donc la mienne, je l'ai achetée à Find Buy Tools. Il y en a aussi sur AliExpress, il y a aussi des ShearTech. Donc c'est soit aux États-Unis en gros, soit en Chine. Et puis bah, maintenant, je vous laisse parce que moi, il va falloir que je range mon atelier. J'avais tout sorti pour vous montrer un peu le bazar, mais il va falloir que je remonte les protections et puis que je range tout. À la prochaine fois, salut!